Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je suis Camille du projet God Save the Green. Donc je suis en mission 2 mois à la paroisse Sainte-Jeanne-de-la-Ville de Saumur. Et dans le cadre de ces 2 mois où je fais de l'évangélisation autour de la création, j'ai organisé une conférence avec Marie-Hélène qui va donc vous parler du Maître Laudato Si en acte. Comme on est dans un lieu où il y a du monde, vous êtes priés de garder vos masques au-dessus du nez, s'il vous plaît. Si vous avez trop chaud, n'hésitez pas à sortir. C'est voilà, par mesure de précaution pour tout le monde. À la fin de l'intervention de Marie-Hélène, il y aura un temps de questions. C'est moi qui me déplacerai vers vous, donc n'hésitez pas à lever la main et je serai disponible. Bonne conférence. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être à Saumur parce que je ne suis pas venue depuis longtemps. Je suis venue quand j'étais enfant parce que j'ai des frères qui sont passionnés par le débarquement, les blindés. Bon, vous voyez où je veux en venir. Et donc, comme ma grand-mère est en Normandie, on faisait toujours un stop entre Lyon et la Normandie. Et donc, le musée des blindés, c'était inévitable. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Saumur. Et voilà, je suis contente de revenir aujourd'hui et de le voir sous un autre aspect. Pour que vous compreniez un petit peu d'où je vais parler sur Laudato Si, et donc sur le sujet de la conférence qui est Mettre Laudato Si en acte, je vais me présenter d'abord un petit peu. Et puis, notamment, vous parler de l'expérience qu'on a vécue au café Le Simone à Lyon, qui est un café associatif catholique, où on essaye de penser à partir de la doctrine sociale de l'Église et aussi de la mettre en pratique, pour que vous compreniez bien, à partir de ce contexte-là, ce qui après m'a fait arriver à Laudato Si en acte et à ce livre. Donc, je suis effectivement lyonnaise. Moi, je travaille dans les politiques locales, sur la transition écologique. Donc, en ce moment, je travaille pour la métropole de Lyon. Et en parallèle, je suis très engagée dans l'Église sur les questions écologiques. Donc, on peut dire que je vis et j'essaie aussi de faire des choses concrètes en écologie, à la fois dans ma vie d'église, ma vie de foi, et aussi dans ma vie professionnelle. Donc j'essaie d'avoir une certaine cohérence de vie aussi autour de cet engagement. Et donc le Simone est un café qui est né au départ d'un groupe de jeunes. On était une dizaine, on aime bien dire qu'on était 12 autour d'une table, comme les 12. Ce qui nous réunissait, c'était la volonté de se former sur les questions sociales et politiques, et la volonté aussi de vivre quelque chose ensemble dans notre foi chrétienne et dans notre engagement. Donc à partir de 2011, avec des copains, on a organisé des conférences, on s'est formé sur la doctrine sociale de l'Église, et puis au fur et à mesure, ça nous est paru évident qu'ouvrir un lieu, ça nous permettait d'aller plus loin, et ça nous permettait aussi de mettre en pratique les choses sur lesquelles on réfléchissait, et qu'un café associatif, c'était justement parfait, parce que c'est un lieu où on peut débattre, mettre en place un certain nombre d'activités. Et donc on aimait bien dire qu'on était entre la paroisse et le parti, c'est-à-dire pas un groupe de prière, pas non plus un parti politique, mais simplement un endroit où on peut vivre sa vocation politique au sens large du terme, c'est-à-dire d'engagement, de débat, à partir aussi de notre héritage chrétien. Donc le café a ouvert en 2016. On l'a appelé Le Simone en hommage à la philosophe Simone Weil. Donc la philosophe, pour ceux qui connaissent, puisqu'il y a la Simone Weil avec un V et la Simone Weil avec un W. Donc il s'agit bien de Simone Weil avec un W. Et quand Simone Weil avec un V est décédée il y a quelque temps, on a reçu des condoléances. Mais ce n'était pas la bonne Simone. Donc en tout cas, un café. Et pourquoi Simone Weil? Parce que c'est quelqu'un qui justement dans sa vie
a essayé d'avoir une cohérence assez forte entre réflexion et action. C'est quelqu'un qui a repensé, qui a vécu donc au XXe siècle et qui a notamment développé toute une pensée dans l'entre-deux-guerres et sur le monde du travail. Donc c'est quelqu'un qui avait été à l'école normale supérieure, intellectuel, philosophe, mais qui pour penser le monde du travail est allé dans les usines avec les ouvriers pour comprendre vraiment ce que c'était que la condition ouvrière à son époque, qui a organisé des mobilisations ouvrières et donc qui à la fois pensait le travail et le vivait. Donc c'est quelqu'un qui du coup est intéressant dans cette cohérence. C'est aussi quelqu'un qui s'est converti à la fin de sa vie, Simone Veil, mais qui a toujours eu une distance avec l'institution. Elle disait rien de ce qui est catholique ne m'est étranger, mais en même temps c'est quelqu'un qui n'a pas souhaité être baptisé parce qu'elle avait une vision critique de l'institution. Donc c'est quelqu'un aussi qui est intermédiaire, qui est un peu, on pourrait dire, sur le parvis, et qui est aussi quelqu'un d'intéressant dans cette démarche aussi de discussion avec les périphéries de l'Église. Voilà, pour vous expliquer un peu pourquoi le Simone. Et donc dans le cadre de ce café, qui est à la fois un café, aussi une galerie où il y a des expositions, il y a des bureaux partagés, donc on loue à des personnes, des indépendants, des créateurs d'entreprises, des personnes qui travaillent aussi seules dans leur métier. Donc dans ce lieu, il y a un certain nombre d'activités. C'est très vivant la journée. Le soir, il y a des conférences, il y a des soirées chansons, il y a plein de soirées aussi très conviviales. On a toute une programmation en fait de conférences sur l'année où on essaye de se saisir de sujets de société, de thèmes. Et donc l'écologie était quelque chose qu'on avait déjà abordé avant que l'encyclique arrive aussi sur le devant de la scène. Et là aussi, pourquoi est-ce que je parle au nom de Simone, qui pour moi est un engagement très fort en tant que cofondatrice de ce café, c'est parce que c'était aussi pour nous la question de qu'est-ce que ça veut dire que mettre la doctrine sociale en pratique. On aimait bien dire aussi, enfin on aime toujours dire aux altercatos, des altercatos étant l'association, si vous voulez, qui est à l'origine du Simone, on aime bien dire on ne veut pas être des chrétiens du dimanche, au sens où pour nous être chrétien, ça ne peut pas se limiter au fait d'aller à la messe une fois par semaine le dimanche, et puis de ne pas se poser la question du lien, du sens que ça a par rapport au reste de notre vie professionnelle, de nos engagements, de notre positionnement par rapport aux débats et aux difficultés de notre société. Donc voilà, il y avait aussi cette idée qu'on ne veut pas être des chrétiens du dimanche et que la doctrine sociale de l'Église, il faut aussi la vivre. Et on essayait aussi de lutter contre quelque chose qu'on appelle le syndrome conférence, qui est le fait, vous savez, d'aller à plein de conférences très intéressantes, comme on fait souvent parce qu'on a un peu soif de connaissances, de rencontres, mais en fait ça ne s'ancre pas forcément derrière dans des choses un peu concrètes. Et donc on se disait que nous, au Simone, on voulait autant que possible essayer de réfléchir à ce qu'on allait mettre en place une fois qu'on avait abordé une question, un sujet, un problème. Donc vous le verrez après quand je vous parlerai de l'Odette aussi en acte, c'est quelque chose qu'on a pas mal développé, mais le lieu en lui-même, on a beaucoup réfléchi sur la question du travail et de la communauté de travail, et le fait de créer ces bureaux partagés, donc cet espace de coworking, c'était une manière de recréer des liens en fait, entre des personnes qui aujourd'hui sont souvent isolées dans leur travail, en leur offrant un espace où ils pouvaient retrouver des collègues, des relations, etc. Donc ça avait justement du sens par rapport à ce qu'on avait réfléchi ensemble. Donc là-dessus est arrivée l'Odette aussi, au milieu de toutes ces chouettes conférences, de tout ce qu'on pouvait faire déjà avec les altercatos. Et donc moi j'étais chargée d'organiser une petite conférence pour présenter cette encyclique qui venait d'arriver. Et je l'ai lue pendant l'été, du coup je l'ai lue bien en entier, vu qu'il fallait que je prépare la conférence. Et en fait, c'est un peu la première fois que ça me faisait ça, mais je me suis dit je ne peux pas reposer ce livre sur une étagère et
puis me dire bon, c'était intéressant, j'en retiens ça, je vais un peu passer à autre chose. Je me suis dit, en fait, si on prend ce livre au sérieux, il faut réfléchir maintenant à concrètement ce qu'il y a à faire. Si on entend à la fois ce que dit le pape François dans l'Audate aussi sur l'état de notre maison commune, si on entend l'appel qu'il adresse aux chrétiens en disant l'Église aussi a joué un rôle aujourd'hui sur l'écologie, il y a un certain nombre de phrases en encyclique qui sont très fortes et qui, moi, m'ont touchée. Quand il dit c'est pas quelque chose d'optionnel dans l'expérience chrétienne, la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu. Du coup, il y avait des choses qui étaient quand même pour moi suffisamment fortes pour que je me dise, ben oui, en soi, on peut aller s'engager dans des associations écolos, on peut changer quelques petits gestes chez soi, on peut faire tout ça, c'est bien, ça a du sens, mais peut-être qu'en tant que chrétien, il y a quelque chose aussi à vivre de plus profond et à vivre collectivement dans l'Église. Donc, en fait, je me suis dit, moi, la manière dont j'ai envie de vivre la conversion écologique, c'est justement avec d'autres, dans une petite communauté, dans un groupe. Je me disais, bon, je m'engage de plus en plus dans des associations écolos, mais là, en lisant l'Audate aussi, je vois que cet engagement écolo, il n'est pas sans lien avec ma foi. Donc j'ai envie aujourd'hui que les deux fassent sens et soient vraiment ensemble. J'ai aussi envie de partager cette envie de changer ma manière de consommer au quotidien, ma manière aussi mes engagements même professionnels, enfin un tas de sujets avec d'autres. Et c'est comme ça que dans cette idée, bon, le Simone c'est fait pour vivre la doctrine sociale, pour vivre l'Audate aussi, on va lancer un groupe de conversion écologique. Donc c'était vraiment ça l'idée de base. J'ai lu l'Audate aussi et je me suis dit, bon, on va essayer de lancer un format qui permette de vivre l'Audate aussi et de vivre la conversion écologique. Donc pour faire ça, on se réunit à quelques-uns. En fait, moi, ce que j'ai vécu dans le cadre de ce groupe, déjà la lecture de l'Audate aussi m'avait touchée, mais ce que j'ai vécu dans le cadre de ce groupe, aujourd'hui, j'ose vraiment dire que c'était une seconde conversion. C'est-à-dire que ce que je vais vous raconter de ce qu'on a fait dans le cadre du groupe, il faut savoir que finalement, pour moi, ça a aussi complètement changé ma vie, ma manière de vivre au quotidien, un certain nombre de gestes au quotidien, de choix de vie. Mais aussi, ce que j'ai vu comme effet autour de moi à travers le groupe, à travers les actions qu'on a mises en place, tout ça, ça m'a aussi touchée, convaincue, convertie et donné envie de témoigner. Donc c'est vraiment tout ce parcours qui est important. C'est finalement la lecture de l'Audate aussi toute seule, c'est pas ce qui... Enfin, ça m'a donné envie de me mettre en mouvement et de créer ce groupe, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu dans le groupe qui ensuite m'a amené à écrire ce livre, l'Audate aussi en acte. Donc du coup, un peu concrètement, pour que vous compreniez comment ça se passe dans ces groupes, donc là, c'est la 5e année qu'il y a un groupe dans notre café. Il faut savoir qu'il y a plein de groupes qui se sont lancés aussi partout en France, autour de l'Audate aussi, et que j'en ai rencontré pas mal aussi pour écrire ce livre, mais j'ai vraiment trouvé à la fois des similitudes entre les groupes qui existent, et puis aussi des différences qui m'ont permis de mieux comprendre ce que nous, on avait essayé de mettre en place. Donc, nous, notre volonté, c'était, il faut qu'on s'approprie l'Audate aussi, il faut qu'on comprenne ce message, il faut qu'on le mette en pratique, et il faut du coup qu'on ait des engagements individuels et collectifs, et que pour faire tout ça, on puisse aussi débattre, parce qu'on a des visions différentes de l'écologie, on a plein de choses à s'apporter, à confronter. Et donc on va faire un peu ce passage de l'Audate aussi aux actes. Donc on a choisi de faire un parcours thématique. En fait, chaque année, ce qu'on fait, c'est on choisit des thèmes au début de l'année pour se dire justement, si on veut que ce soit concret, il faut choisir des thèmes de la vie de tous les jours. Donc se nourrir, se déplacer,
on a même fait se vêtir, mais ça peut être les systèmes économiques, enfin ça peut être vraiment plein de sujets. Et à partir de ces thèmes, ce qu'on fait, c'est que on lit à chaque fois l'Odette aussi. On essaye après, à partir de l'Odette aussi, de sortir quelques idées clés qui peuvent nous aider à réfléchir. Par exemple, se dire, oui, quand on pense, si on fait le thème se nourrir, qui est le thème le plus simple, oui, quand on essaye de regarder l'alimentation, on voit à quel point tout est lié, comme nous dit le pape François dans l'encyclique, c'est-à-dire à travers nos choix alimentaires, il y a à la fois la question de notre rapport à la nature et à la création, puisqu'il y a cette question de comment derrière est traitée la terre, les pesticides, etc. Il y a ensuite la question économique. Est-ce qu'on permet à un agriculteur de vivre dignement de son travail? La question sociale, la manière du coup dont ça crée des liens aussi, le fait d'avoir recours, l'endroit où on va acheter son alimentation. Et donc c'est un bon exemple finalement pour décoder un peu ce tout est lié du pape François et cette écologie intégrale. Donc voilà, en fait on essaye sur chaque thème comme ça de relire des passages de l'encyclique et de voir à quel point c'est éclairant. Une fois qu'on a fait ça, on a un peu un deuxième temps qui est, là à ce moment-là, de rendre chacun acteur. C'est-à-dire que chacun vient avec lui ses propres questionnements autour du sujet, ce qui est une manière de se mettre en route sur une voie de conversion écologique. Donc, par exemple, sur se nourrir, il y a quelqu'un qui va dire moi j'ai envie de vous faire un topo sur les labels. Vous savez, il y a le label rouge, il y a plein de labels en alimentation. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça a du sens? Moi je vais vous faire quelque chose sur le bio, parce que franchement le bio, moi j'y crois pas trop. Enfin en tout cas j'aimerais bien en débattre avec vous. Et puis le bio, pourquoi c'est aussi cher? Quelqu'un d'autre qui dit moi ce qui m'intéresse c'est les autres manières de s'alimenter avec le système des AMAP, c'est des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, enfin plein d'autres systèmes d'alimentation. Donc les AMAP, c'est se mettre en relation avec un producteur. Chaque personne qui est dans cette association signe un contrat avec le producteur qui donne des paniers de fruits et légumes en fait à chaque fois. Donc c'est un système qui permet d'être en circuit court et en ayant une juste rétribution du travail de l'agriculteur, vu que on le paye en fait à chaque fois à l'avance pour tout ce qu'on va avoir dans l'année. Donc lui, ça lui permet d'avoir une bonne trésorerie et ça lui permet aussi que tout ce qui pousse dans son exploitation va être consommé, donc n'est pas gaspillé. Donc ça permet de nouer complètement d'autres relations et puis on discute avec la personne qui a fait pousser les fruits et légumes qu'on mange et c'est assez passionnant, quoi. Donc voilà un exemple de topo qui avait été abordé. Et puis une fois qu'on a fait un peu cette séquence débat, chacun amène un sujet, on prend un temps d'engagement où on essaie de prendre des engagements individuels et collectifs. Et donc du coup, chacun va se positionner en fonction aussi de sa situation de vie, de ses modes de vie sur les engagements individuels. Et puis à partir de tout ce qu'on aura débattu, tout ce qu'on aura apporté avant, et puis un temps aussi d'engagement collectif où on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et en fait, le fait d'avoir un lieu comme le café associatif, ça change tout parce qu'on peut faire plein de choses collectivement dont on ne se rend pas du tout compte. Et une fois qu'on a commencé à le faire, c'est aussi un peu contagieux, désolée de dire ça dans le contexte actuel. En tout cas, quand on commence à s'engager comme ça collectivement sur l'écologie, ça crée vraiment un effet d'entraînement. Donc sur l'alimentation, je vous donnais cet exemple-là parce que chacun on a pris des engagements différents. Il y a eu une année, par exemple, on a beaucoup parlé de la viande, ce qui a été, vous imaginez, un débat très important au sein du groupe. Chaque personne a amené des informations, des arguments, on a tous débattu et puis voilà, à la fin, chacun a pris des engagements différents. Voilà, donc il y en a qui ont pris plutôt l'engagement de consommer moins de viande, de la meilleure viande, enfin voilà, on a en tout cas avancé là-dessus. Et puis, comme il y avait cette idée d'AMAP qui était sortie dans le groupe, on a créé une AMAP dans le café.
Et donc aujourd'hui, elle continue en fait au bout de 4 ans à fonctionner. Chaque année, il y a une nouvelle personne qui s'en occupe, enfin, c'est assez formidable. Et donc dans le quartier, il y a une cinquantaine de personnes, de familles, qui viennent chercher leur panier tous les mardis soirs devant le café. Donc ça fait aussi une animation de quartier. Et du coup, ce qui est génial, c'est que les personnes, pour venir chercher leur panier d'AMAP, nous, on est la seule AMAP sur tout l'arrondissement. Dans ce coin de Lyon, il n'y a aucune AMAP. Donc en fait, on a plein de demandes. Et les personnes viennent dans un café catholique pour venir chercher leur panier d'AMAP. Donc il y a tous aussi cet engagement qui permet d'avoir un contact, un dialogue avec l'extérieur et qui permet de mettre concrètement en face de nos réflexions des choses concrètes. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais après, quand on a travaillé sur se vêtir, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut encourager la seconde main? On pourrait organiser un vide dressing. À un moment, quand on a travaillé sur aussi la question de... je crois que c'était à partir de biodiversité, enfin, on en est venu à des réflexions sur comment on habitait notre environnement. Et on s'est dit, il y a une place à côté du café qui est un peu moche, où il n'y a rien du tout. Et bien, on pourrait travailler avec une association locale qui s'appelle Les Incroyables Comestibles pour installer des bacs sur la place. Et c'est comme ça qu'on a installé des bacs avec des fleurs, des fruits, des légumes, des plantes aromatiques. Ça a fait descendre plein de voisins avec qui on n'avait jamais parlé. Donc on s'est rencontrés, on a discuté. La petite personne qui promenait son chien tous les jours sur cette place, on a aussi appris à la connaître. Et puis de ces discussions est née un jour l'idée d'un compost, puisqu'il y avait une personne qui disait ah, moi j'aimerais bien qu'il y ait un compost dans le quartier, il n'y en a pas. Alors, on lui a dit en fait nous aussi on y a pensé, on a un groupe écologie, on lui a expliqué un petit peu. On lui a dit ça tombe bien, on a aussi ce projet. Et après on a rencontré une troisième personne qui était dans l'école, dans le quartier, qui est une école publique, donc vraiment voilà. Et qui a dit nous on a un projet de compost, donc en fait on a finalement réussi à travailler ensemble avec l'école et donc un compost qui est en train de voir le jour dans le quartier. C'est dire qu'il y a cet effet aussi d'entraînement et d'engagement des personnes et qui est aussi une occasion de rencontre sur l'extérieur. Et alors nous on a pu faire tout ça parce qu'on avait un lieu finalement qui permettait aussi de rendre concret. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent que les paroisses sont des lieux. Je dis ça, on oublie dans la mesure où parfois on le voit comme un lieu purement spirituel où on va prier ou alors on va à la messe le dimanche. Et on oublie que c'est des lieux qui s'inscrivent dans la ville, que peut-être il y a des locaux qui ne servent pas et qui pourraient accueillir une cantine solidaire ou qui pourraient accueillir une AMAP, que peut-être il y a un bout de terrain à côté de l'église où on pourrait faire un jardin, où ça pourrait permettre de l'ouvrir. Et en fait, l'Audate aussi a aussi cette vertu, je trouve, enfin si on veut en tout cas prendre le truc au sérieux et le mettre en pratique, de se dire, ok, l'écologie c'est pas seulement faire des petits gestes chez moi au quotidien, c'est pas seulement penser à des grands problèmes qui sont exposés dans les médias, qui sont au niveau de la planète. En fait, ça se vit là où je suis, autour de moi, et qu'est-ce que je fais avec les lieux où je me trouve, les personnes où je me trouve. Donc voilà, il y avait vraiment ce côté-là dans ce qu'on a vécu sur l'Audate aussi en acte. L'autre chose qui était importante, du coup, c'était aussi que c'était pas non plus un groupe où on venait simplement faire de l'action écolo sympa, où on se retrouvait et puis on allait créer un jardin. C'était aussi la rencontre de personnes croyantes qui, à travers ce groupe, partageaient quelque chose aussi de leur foi. Et alors déjà, chaque temps, on essayait de porter notre cheminement commun dans la prière, en ayant un temps de prière à la fin, en s'appuyant sur les prières qui sont proposées dans l'Audate aussi. On a chaque année un carême, un temps de carême aussi, où on va creuser plus particulièrement certains textes, où ça nous permet de méditer en fait sur la création, plus en profondeur. Donc il y a en fait tous ces temps aussi qu'on essaye de vivre différemment avec l'Audate aussi. Et après, au-delà de ça, c'est aussi
tous les déclics qu'il y a à travers ce cheminement de conversion écologique sur la foi. Parce que, en fait, le grand apport de l'encyclique pour moi, c'est justement de montrer à travers cette question de la conversion écologique qu'il ne s'agit pas de se saisir de l'écologie comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous. Il s'agit de comprendre que la crise écologique nous interpelle dans la manière qu'on a d'habiter le monde. Et donc le pape François parle de la relation à Dieu, la relation à la création, la relation à soi et la relation à l'autre. Et c'est toutes ces relations-là qui sont à réinvestir différemment si on veut sortir d'un rapport à la création et encore une fois à l'autre, etc., qui est biaisé et qui en fait participe de cette crise écologique. Donc en fait finalement, s'il y a aujourd'hui cet état de crise écologique, on peut dire qu'on n'est pas en communion avec Dieu et qu'il faut d'abord nous convertir. Donc c'est un peu ça ce grand message qui du coup est une invitation à se dire comment est-ce que je regarde au quotidien la nature, quelle relation j'ai avec elle, justement dans ma manière de m'alimenter, quelle relation je noue avec la création, comment est-ce que je prends le temps de la regarder, est-ce que je la considère vraiment comme une création continuée de Dieu qui continue chaque jour de se donner à travers la création. Et ça apporte évidemment plein de questionnements aussi, on peut dire de théologie ou de catéchèse en fonction de ce que chacun a pu recevoir. Parce que aujourd'hui on est tous un peu chamboulés dans notre manière de percevoir la nature. Il y a des chrétiens qui vont être un peu en réaction en se disant mais attendez, l'écologie je veux bien, mais le problème c'est qu'on est en train de diviniser la nature, est-ce que c'est pas du paganisme, l'homme est quand même fait à l'image de Dieu, hein, on va pas arrêter les bêtises, et puis la nature, du coup c'est la création de Dieu, et nous on est quand même à l'image de Dieu, donc nous on est quand même fait pour pouvoir se l'approprier. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau à dessiner dans notre regard sur la nature, comme justement création qui continue, pas comme une création qui a été faite à une époque et qui est terminée et puis nous on s'en occupe, mais comme Dieu qui continue à être présent. Et aussi du coup dans notre manière, dans notre relation qu'on a à la création. Et de se dire que si notre relation à la création n'est pas ajustée, c'est que notre relation à Dieu n'est pas ajustée non plus. Donc je pense que à travers toute l'attente aussi qu'on voit chez nos contemporains de regarder différemment la nature, quand on voit le livre qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, sur les arbres, qui a fait beaucoup parler de lui, où en fait on découvre que les arbres ont des relations entre eux, que c'est un univers extraordinaire, on est en train de découvrir des choses aujourd'hui sur le fonctionnement de la nature qui, pour beaucoup de personnes, les touchent et leur font se dire en fait, il y a quelque chose de plus que juste un simple végétal, un être inanimé, quoi. Il y a quelque chose d'infiniment mystérieux. Et du coup, ça me gêne aussi un petit peu quand certains chrétiens se moquent de personnes qui disent oui, regardez, maintenant, les personnes vont voir du chamanisme, ils vont voir tout plein de spiritualité comme ça un peu ridicule. Oui, mais c'est peut-être parce que ce qui les interpelle, c'est la relation que ces peuples ont avec la nature comme mystère, et en tout cas ce qu'ils ne trouvent pas dans leur culture. Donc, moi je le perçois plus comme une interpellation sur la manière qu'on a nous de parler de la nature et d'être en communion, en tout cas en relation avec elle. Donc voilà, c'était la petite parenthèse théologie de la création, si on veut appeler les choses par leurs mots, mais ça nous a amené en fait aussi à tout ça. Et donc on a aussi organisé des conférences avec des personnes qui sont un peu calées en théologie pour voilà comment on parle de la création aujourd'hui et dans cette optique de crise écologique, donc c'était assez passionnant. Voilà un petit peu pour vous expliquer ce qu'on a vécu dans le groupe et ce que je peux dire peut-être en moins factuel et en plus personnel, c'est que en fait moi le fait de suivre tout ce parcours pendant plusieurs années où sur chaque thème j'ai essayé
à la fois de réfléchir sur ces thèmes et puis d'agir. Moi, ça a transformé complètement mon mode de vie. Entre il y a 3-4 ans où j'allais faire mes courses au supermarché vraiment comme tout le monde, et puis je pense que je faisais mon tri entre les déchets recyclables, etc., mais j'avais pas vraiment de réflexion sur les déchets. J'avais un travail dans les politiques publiques, mais pas forcément orienté sur l'écologie. Et le fait de commencer par aller faire mes courses ailleurs, dans un premier temps dans des magasins que j'avais choisis en réfléchissant bien, donc plutôt des magasins où il y avait des produits bio, mais en essayant d'avoir des coûts raisonnables, dans des marchés. Le fait, après qu'il y ait eu la MAP et que je récupérais en fait plein de produits bruts tous les mardis qui étaient à chaque fois différents aussi, et en adéquation avec les saisons, ça nous resitue complètement dans quelque chose de différent. Le fait que du coup, il fallait cuisiner tous ces produits, alors ça peut faire rire peut-être certains qui font de la cuisine, et c'est peut-être beaucoup ma génération, mais je me suis mise à cuisiner en fait en passant du temps tous les dimanches pour faire mes plats pour la semaine, du coup en essayant d'aller découvrir des nouvelles recettes. C'était un temps qu'on partageait avec ma coloc pour prendre ce temps pour cuisiner ensemble. Donc en fait, on peut se dire c'est des petites choses, mais qui changent complètement la relation derrière à plein d'autres choses. Et après, comme on a adhéré à un compost avec ma coloc, du coup je récupère de la nourriture pour une grande partie locale, et ce que j'ai pas consommé va dans un compost dans mon quartier. Donc en fait il y a vraiment une démarche depuis la terre, d'où sont issus les produits que je consomme, jusqu'au retour dans la terre, et aussi dans un cycle. Enfin, on se resitue dans une logique assez différente. Et après, j'ai aussi pas mal avancé sur tout ce qui était les déchets. C'est vraiment de limiter mes déchets. Alors ma coloc qui fait jamais les choses à moitié, elle est sur du zéro déchet, vraiment complètement. Aussi, la facilité qu'on a, c'est que nous, on habite en ville, il y a plein de propositions. Aujourd'hui, il y a des magasins qui se développent avec de la vente en vrac et du zéro déchet. Et en fait, on se dit un peu que si nous, on ne fait pas cet effort-là, pour les autres, c'est quand même parfois d'autant plus compliqué quand on habite plus à la campagne, qu'on n'a peut-être pas autant de choix et de propositions. Mais il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément, d'aller chez le boucher avec son tupperware, chez le fromager, et qu'en fait on n'a pas besoin de récupérer à chaque fois des tonnes d'emballages qui sont pas utiles. Et en fait, quand on se rend compte que sa poubelle, il n'y a pratiquement plus rien dedans, mais c'est tellement satisfaisant, on a l'impression d'arrêter de polluer le monde avec plein de trucs pas très utiles, quoi. Et donc voilà, en fait c'est des petites choses, mais qui quand même créent vraiment une autre manière d'habiter le monde au fur et à mesure. Et puis du coup, comme j'avais aussi tous ces changements-là, dans mon travail aussi, j'ai souhaité quitter mon travail en collectivité territoriale pour créer une activité de conseil en politique locale sur la transition écologique, pour pouvoir accompagner les élus locaux qui avaient envie d'avancer sur les questions écologiques. Donc ça a été en fait vraiment toute une démarche personnelle aussi de changement de vie, et puis de voir en fait que à partir de vraiment, mais pas grand chose, juste le fait de se réunir et de se dire tiens, c'est quoi une AMAP, et si on en lançait une au café, on se retrouve avec 50 personnes ou familles qui bénéficient de ça en fait, et que avec vraiment des petits riens, et le fait de se réunir à quelques-uns, il y a des trucs qui émergent qui sont assez incroyables. Donc voilà, moi, ça a été un changement de vie, et aussi en fait une joie au fur et à mesure de voir tout ce que ça avait apporté, tout ce qu'on avait partagé. Donc ça m'amène à faire un petit point sur la notion de conversion écologique, parce que en fait derrière ce terme, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal aujourd'hui de termes qui sont sur le marché, si on peut dire, sur l'écologie. On entend parler de transition écologique, il y a eu développement durable à une époque, et c'est vrai qu'on a remis en cause la notion de développement durable parce qu'on s'est dit que quand même il y avait peut-être une volonté de changement qui était vraiment trop superficielle, et qu'en fait ça revenait à faire du développement et à continuer dans une logique vraiment de production et de croissance, mais durable, et qu'aujourd'hui il fallait faire une transition. Donc il y a eu un changement de terminologie dans le débat. Mais quand le pape François parle de conversion écologique, ça va plus loin pour moi que la transition écologique, puisque c'est
se dire qu'il faut qu'on change intérieurement, comme il dit dans l'encyclique, on a besoin d'une conversion intérieure pour mener des changements. Donc c'est faire ce lien entre l'intériorité et derrière ce qu'on peut faire concrètement en termes d'écologie. Donc cette place de l'intériorité et de la foi, elle est vraiment présente à travers la notion de conversion écologique. Et là où le pape appelle aussi à une conversion, ça veut dire retournement à l'origine. C'est aussi un changement de regard, donc de regarder différemment à travers ce que je vous ai raconté de mon parcours et de ce qu'on a fait dans le groupe, de regarder différemment notre manière de nous alimenter, de regarder différemment la condition des agriculteurs, de regarder différemment les questions économiques aujourd'hui. Et en fait, tout ce changement de regard, c'est quelque chose qui est assez fort dans l'encyclique, où le pape François fait du problème écologique et de ce qui se passe dans notre maison commune une manière de rentrer dans le fond des problèmes et des difficultés que traverse le monde d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est un peu une porte d'entrée, si vous voulez, pour après, justement, aller dans ce changement de regard et s'apercevoir que tout est lié, justement, dans les problèmes à la fois environnementaux, sociaux, économiques, etc. Et que du coup, la solution à laquelle on est appelé est intégrale, d'écologie intégrale, unissant toutes ces dimensions. Donc le changement de perspective et de regard qui est proposé dans l'encyclique, ce qui est intéressant, c'est que c'est en lui-même une conversion, en fait. Quand on lit l'encyclique, la première partie, c'est ce qui se passe dans notre maison commune. Et puis ensuite, le pape François nous parle de l'évangile de la création, de nous reconnecter un petit peu à qu'est-ce que c'est la création pour nous chrétiens, pour ensuite rentrer dans la compréhension vraiment des problèmes du monde, économiques, sociaux, etc., pour aller vers quelques lignes d'orientation et d'action. Et à la fin, ça se termine par éducation et conversion écologique. Donc en fait, dans le cheminement lui-même qui est proposé, si on lit Laudato Si, c'est une prise de conscience, de laisser aussi notre cœur être touché par ce qui se passe, pour ensuite vraiment comprendre les problèmes et essayer d'agir. Et en fait, ça se termine par la conversion quand même. Et à la fin, c'est vraiment regarder la Trinité, regarder Marie comme reine de la création. Ça se termine par une prière. Donc le pape François en fait propose un chemin de conversion dans l'encyclique elle-même. Et du coup, c'est un jésuite qui m'a dit qu'on retrouvait un schéma de l'action catholique un peu classique, voir, juger, agir. Pas très surprenant du coup que de la part d'un jésuite qu'est le pape François se soit construit comme ça, mais il y a un chemin qui est proposé en fait dans le texte lui-même. Donc c'était pour expliquer un peu ce mot de conversion écologique qui en fait vient nous chercher dans notre foi elle-même et dans notre manière d'être en relation avec la création. Alors du coup, les groupes de conversion écologique, ils sont là justement pour répondre à toutes ces dimensions. Pour dire si on veut vraiment aller au fond des choses, il faut certes s'approprier Laudato Si, se former avec aussi, s'interroger sur plein de questions qui composent notre monde aujourd'hui, avoir des engagements individuels, des engagements collectifs, porter aussi tout ça dans la prière. Et donc c'est toutes ces dimensions-là ensemble qui permettent de vivre quelque chose de fort et aussi, à mon avis, en connexion avec Laudato Si. Alors ça n'enlève pas du tout l'intérêt de faire uniquement ces choses-là séparément. Par exemple, de faire un groupe de lecture sur Laudato Si ou de faire un jardin partagé, et ça aura plein de fruits dans tous les sens du terme. Mais ce sera peut-être pas aussi fort dans ce qui est proposé que cette démarche de vraiment de s'approprier le texte qu'est Laudato Si, de se réapproprier cette question de la théologie de la création pour prendre des engagements individuels, collectifs et avoir aussi de le vivre dans une communauté chrétienne. Donc c'est un peu ça les groupes de conversion écologique, en sachant que du coup, parce qu'on avait lancé toutes ces initiatives-là et parce qu'on avait animé ce groupe pendant 4 ans, il y a de plus en plus de personnes, de paroisses, d'autres villes qui sont venues nous voir en nous disant nous aussi on aimerait bien lancer des groupes, on aimerait bien lancer quelque chose dans la paroisse sur Laudato Si, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous avez fait, le fonctionnement de vos séances et tout ça?
Et du coup, c'est parce qu'il y avait ces sollicitations que ça m'a donné envie de témoigner et de raconter ce qu'on avait fait, et aussi d'aller voir d'autres groupes, puisqu'encore une fois, il y a plein de groupes et de jeunes chrétiens qui aujourd'hui vivent ça dans l'Église, pour essayer de faire ce livre. Donc en fait, le livre, il vient vraiment d'une volonté de témoigner et de partager cette expérience. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur les groupes de conversion écologique. Et le livre est construit en lui-même avec une première partie sur la conversion écologique qui justement réexplique vraiment toutes les dimensions de ce qu'est la conversion écologique pour bien comprendre après ce que j'amène sur la proposition des groupes. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est inspiration, où c'est en fait des exemples de groupes qui existent en France, donc dans plein de contextes, que ce soit dans une paroisse, dans un groupe jeune, ou alors après il y a des choses qui surprennent un peu plus, comme un groupe de quartier, des chrétiens qui sont quelques-uns dans un quartier qui disent nous on a envie de lire Laudato Si et puis après de faire des choses dans notre quartier concrètement à partir de ça, et puis à partir d'autres lectures et d'autres choses qu'on pourra aller voir. Donc c'est assez surprenant, mais du coup je leur avais demandé pourquoi vous faites pas ça dans la paroisse, et ils nous avaient dit dans la paroisse il y a déjà plein de choses, et puis on est vraiment tous de ce quartier-là, de cet endroit-là, et c'est vraiment un quartier où il y a besoin de faire changer les choses, donc on trouve que ça a plus de sens aussi, peut-être de ne pas le raccrocher à la paroisse, pour pouvoir aller rencontrer plein de personnes de notre quartier qui ne sont pas du tout croyantes, et puis après on pourra quand même faire le lien à la paroisse, mais voilà, ça avait été une réflexion de leur part. Et puis après, il y avait aussi, j'ai aussi rencontré un groupe à la radio RCF, où eux, c'est en faisant leurs émissions sur l'écologie, Laudato Si, qui se sont dit, mais en fait, on parle de Laudato Si, on parle d'écologie, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement à la radio, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour la cantine où on mange, qu'est-ce qu'on fait pour les déchets dans les bureaux, qu'est-ce qu'on fait en termes de consommation d'énergie pour la radio et tout ça. Et donc en fait, ils ont lancé du coup des petites cellules de réflexion et de transformation aussi de leur cadre de travail. Parce que aussi, voilà, c'est une radio chrétienne, alors ils essaient de rendre ces groupes accessibles à tous, puisqu'il y a des personnes non croyantes aussi qui travaillent avec eux, mais ils veulent que Laudato Si soit quand même présent, donc d'alimenter leur démarche par la lecture de Laudato Si. Donc c'est quand même assez surprenant comme démarche. Et puis après, il y a une autre partie qui s'appelle méthode, où j'ai essayé en fait d'isoler un peu toutes les composantes qu'il pouvait y avoir dans un groupe de conversion écologique, entre l'appropriation de l'encyclique, la possibilité d'agir, de prier ensemble. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est plutôt proposer plein de briques que les personnes peuvent s'approprier pour lancer leur groupe, en choisissant de piocher ici et là et de construire leur parcours comme ils le souhaitent, quoi. Donc il y a plein de manières en fait ensuite de l'imaginer en fonction du contexte aussi, puisqu'il y a aussi dans les initiatives une situation qui est dans une communauté religieuse. Et donc là, c'est comment dans une communauté religieuse aussi on peut mettre en place des choses. Et après, il y a une dernière partie qui s'appelle ressources, où c'est vraiment plein de ressources sur Laudato Si, comment lire Laudato Si, les notions clés, et il y a des petits topos sur les thèmes qui sont déjà tout faits, ce qui permet aussi, pour les personnes qui veulent faire un parcours thématique, d'avoir sous la main des ressources pour avoir quelques notions clés sorties de Laudato Si, et aussi des pistes d'action. Donc vous avez à chaque fois plein de petites pistes de choses qui peuvent être mises en place dans le groupe, individuellement, collectivement. Donc voilà sur le contenu du livre. Et du coup, pour finir un peu sur quelques convictions, c'est vrai que pour moi ce que dit Laudato Si et qui est très très juste, c'est la conversion écologique et communautaire. Et donc en fait, c'est pas par des petits gestes individuels chacun qu'on va changer les choses. Enfin, c'est pas vrai, et souvent l'écologie est un peu présentée comme ça, de dire voilà, il faut éteindre la lumière, il faut faire attention au robinet, il faut que chacun trie ses déchets. Mais du coup, j'aime beaucoup
la citation du pape François dans Laudato Si qui dit « On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels. » Et je pense que c'est profondément vrai parce que c'est quand on fait des choses ensemble que vraiment on crée quelque chose aussi en termes de changement social. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu à travers la création de la MAP, mais aussi à travers plein de choses. Et d'ailleurs, quand il y a eu le confinement, ce qui a continué à fonctionner au café, c'est la MAP, le carême Laudato Si qu'on a poursuivi en ligne. Et du coup, les paniers de la MAP qui ne sont pas récupérés, ils sont distribués à des associations. Et donc là, il y avait des besoins particuliers de ces associations liés à la situation. Donc ça a vraiment trouvé son sens d'avoir créé tout ça et d'avoir créé ces liens de solidarité. Donc voilà, cette dimension communautaire de l'écologie, qui est aussi une réponse à souvent un point qu'on amène, qui est de dire oui, mais l'écologie c'est bien, mais et les préoccupations sociales? Est-ce que c'est pas uniquement une partie de la population qui se soucie d'écologie? Et finalement, est-ce que c'est pas un problème de riches, quoi? C'est un peu ça le sujet, et comment on rejoint les personnes qui sont en difficulté. Je pense que si on se cantonne à un discours qui est un discours de sobriété et de changement de comportement, effectivement, on s'adresse qu'à une partie de la population, vu qu'on demande à des personnes qui ont les moyens suffisants pour faire ces changements de comportement, et à qui la sobriété, ça peut parler, vu qu'effectivement, ils sont